L'objet de ce cours est de donner un panorama simplifié mais global du diagnostic et de la prise en charge des cancers coliques. Les cancers du rectum ne seront pas abordés dans ce cours spécifique. Endoscopiquement, les cancers coliques se présentent souvent de la façon suivante. La muqueuse colique, normale, pâle, fine et comportant une riche trame vasculaire fait place à un bourgeonnement irrégulier, volontiers ulcéré, fragile au contact de l'endoscope, voire spontanément hémorragique. Ce bourgeonnement a tendance à progressivement sténoser la paroi colique et à entraver la montée de l'endoscope. Sur le plan microscopique, le cancer colique se développe à partir d'une muqueuse glandulaire issue des glandes de Lieberkühn. Il s'agit donc d'un adénocarcinome. On peut observer sur ces images une perte de l'architecture normale des cryptes. Les cellules épithéliales ont une perte de polarité, sont plurinucléées et présentent une anisocariose marquée. Il existe une réaction inflammatoire sous-jacente intense au sein du tissu conjonctif adjacent que l'on appelle réaction desmoplastique. Cette transformation vers un cancer ne se fait pas de façon brutale. Bien au contraire, il s'agit d'une évolution longue qui s'établit sur une durée d'une dizaine d'années environ. On passe progressivement d'un tissu sain au développement d'un adénome, se traduisant au plan endoscopique par l'apparition d'un polype. L'évolution vers le cancer n'est pas inéluctable. On estime que sur 1000 adénomes, 100 atteindront la taille de 1 cm et seulement 25 d'entre eux deviendront des cancers. Sur le plan microscopique, il existe divers types de polypes. On dénombre ainsi les polypes hyperplasiques, les polypes juvéniles et enfin les polypes adénomateux. Seuls ces derniers présentent un risque d'évolution cancéreuse. Ils sont divisés en 4 sous-types. L'adénome tubuleux, le plus fréquent, dans 75% des cas, l'adénome tubuleux-vileux, l'adénome vileux et l'adénome festonné. La présence d'un contingent vileux, la taille supérieure à 1 cm et le nombre de polypes décelés témoignent d'un risque accru d'évolution cancéreuse. Le cancer invasif est précédé par l'apparition d'une dysplasie. On décrit 2 degrés de dysplasie, bas grade et haut grade. Tout adénome bénin est par définition en dysplasie de bas grade. La dysplasie de haut grade, elle, correspond au premier stade du cancer. Il existe de multiples classifications permettant de caractériser les polypes d'un point de vue endoscopique. Ces classifications permettent d'estimer la probabilité de présence d'une lésion adénomateuse, son degré de dysplasie, mais ne peuvent se substituer à une analyse histologique. Une résection est donc de mise lorsqu'un polype est détecté en endoscopie. Ces classifications permettent également de déterminer la résécabilité et le type de procédure à réaliser. De façon générale, on distingue les polypes pédiculés, comportant un pied d'implantation sur lequel se développe la lésion, des polypes sessiles, apparaissant enchâssés dans la muqueuse, bombant au sein de celle-ci, et des polypes plans, plus rares mais plus difficiles à identifier. L'évolution progressive d'un tissu sain à un adénome, puis in fine à un cancer, est liée sur le plan moléculaire à la survenue d'une cascade de mutations activatrices de proto-oncogènes ou inhibant l'action de gènes suppresseurs de tumeurs. 2 voies de carcinogénèse ont été décrites. La plus fréquente est la voie du haut, dite avec instabilité chromosomique, qui correspond souvent à l'évolution d'adénomes tubuleux ou vileux, prédomine au niveau du côlon gauche et du rectum et correspond à environ 80% des cancers. La seconde est la voie du bas, dite avec instabilité microsatellitaire, qui se caractérise par la perte d'expression de protéines du système de réparation des mésapariments, MMR, la présence plus fréquente d'une mutation BRAF et correspond plus volontiers à l'évolution d'adénomes festonnés, prédominant au niveau du côlon droit. La présentation clinique des cancers coliques est assez variable et dépend beaucoup de la topographie lésionnelle. Les lésions distales, côlon gauche et rectum, se manifestent plus fréquemment par un tableau de rectorragie que les lésions droites, qui se présentent souvent sous la forme d'un tableau anémique. Du fait de la sténose de la lumière colique, des difficultés d'alimentation avec troubles du transit, à type de constipation, et des douleurs liées à la distension du tube digestif en amont sont souvent rencontrées et responsables d'un amaigrissement. Cependant, il est à noter que l'apparition de ces signes traduit la présence d'un carcinome avancé. Les cancers coliques demeurent très longtemps asymptomatiques ou paucisymptomatiques. L'apparition de tels symptômes chez un patient doit inciter à pratiquer une coloscopie.
Les cancers coliques sont prédominants dans la partie distale du côlon, c'est-à-dire la partie gauche ou le rectum. Ainsi, 20% environ des cancers se développent au niveau du côlon droit, 40% au niveau du côlon gauche et du sigmoïde, et 40% au niveau du rectum ou de la charnière recto-sigmoïdienne. On utilise la classification TNM pour préciser le stade tumoral. Ainsi, les tumeurs T1 ne dépassent pas la sous-muqueuse, les T2 atteignent la musculeuse sans la dépasser, les T3 atteignent la sous-séreuse mais ne franchissent pas la séreuse, les tumeurs T4 atteignent la séreuse, on parle alors de T4A, ou un organe adjacent, alors classé T4B. Le risque d'atteinte ganglionnaire est corrélé au statut T. Pour une analyse correcte, 12 ganglions doivent être analysables, sinon la lésion va être classée NX. On parle d'atteinte ganglionnaire N1 si 1 à 3 ganglions sont envahis, d'atteinte ganglionnaire N2 si on en identifie 4 ou plus. En cas d'atteinte métastatique, la lésion est classée M1, M1A si un seul organe est touché, M1B si l'atteinte est multiviscérale. La détermination du stade est réalisée suite à l'évaluation du TNM. Elle permet notamment d'établir un pronostic et d'aider au choix des thérapeutiques. Pour résumer, on peut considérer que l'on parle de stade 4 en cas d'atteinte métastatique, de stade 3 en cas d'atteinte ganglionnaire non métastatique, de stade 2 en cas de tumeur T2 à T4 sans atteinte ganglionnaire, et enfin de stade 1 pour les lésions T1 sans atteinte ganglionnaire. Quelques données concernant l'épidémiologie maintenant. Le cancer colorectal est un cancer très fréquent. En France, avec 36 000 nouveaux cas par an, il se situe au 3e rang en termes d'incidence, derrière les cancers du sein et de la prostate. Cette incidence élevée des cancers coliques demeure relativement stable depuis les 30 dernières années. Les hommes sont plus touchés que les femmes, avec un ratio homme-femme d'environ 1,5. En termes de mortalité, le cancer colorectal représente la 2e source de décès par cancer en France, juste derrière le poumon. Celle-ci est cependant en baisse régulière depuis les 3 dernières décennies, tant chez les hommes que chez les femmes. Lorsque l'on analyse la mortalité en fonction du stade au diagnostic, on s'aperçoit que la survie des patients est extrêmement hétérogène. Pris en charge à un stade précoce, stade 1 ou 2, on peut estimer que 80 à 90% des patients guérissent. En revanche, en situation métastatique, la guérison est exceptionnelle avec 5% seulement de survivants à 5 ans. Malheureusement, seuls 35% des diagnostics sont portés à un stade précoce. Dans près de 20% des cas, les patients sont déjà métastatiques lorsque l'on fait le diagnostic. Alors, la question d'après, c'est est-ce qu'il y a des facteurs de risque identifiés de cancer colique? Oui, il y a des facteurs de risque, et notamment la présence d'un syndrome de Lynch ou la présence d'une polypose adénomateuse familiale constitue un facteur majeur de cancer colorectal. Il s'agit d'un cas de figure rare, les patients sont considérés comme étant à risque très élevé, à tel point qu'un traitement prophylactique est souvent indiqué. Hormis la présence d'une polypose adénomateuse familiale ou d'un syndrome de Lynch, un terrain familial augmente également notablement le risque pour un individu de développer un adénocarcinome colique. Par terrain familial, il faut entendre un cas survenu à un âge jeune, inférieur à 60 ans, chez un apparenté au 1er degré. Les maladies inflammatoires intestinales constituent également un facteur de risque. Ainsi, la présence d'une rectocolite hémorragique est responsable d'une augmentation du risque après 7 à 10 ans, notamment pour les formes pancoliques. De même, pour la maladie de Crohn, on observe une augmentation du risque après 7 à 10 ans d'évolution également. Enfin, la présence d'une acromégalie est également pourvoyeuse d'un risque accru de cancer colique qui est multiplié par 2 à 3. Enfin, un âge supérieur à 50 ans constitue également un facteur de risque de cancer colique. La probabilité de survenue avant 50 ans est très faible, de l'ordre de 5 à 6%. Plus de la moitié des cas surviennent entre l'âge de 50 ans et de 74 ans. Après, il y a aussi d'autres facteurs de risque qui sont liés au mode de vie. Le mode de vie, il influence le risque de développement de cancer colique. La consommation d'alcool, un tabagisme actif, un surpoids et la consommation de viande et de charcuterie augmentent le risque. A l'inverse, l'activité physique et la consommation d'aliments riches en fibres exerceraient un effet protecteur vis-à-vis du risque de cancer colique. L'influence du mode de vie, elle est relativement faible à l'échelle d'un individu,
mais elle est impactante en termes de santé publique du fait de l'incidence importante du cancer colique. Donc au final, l'étiologie des cancers coliques, elle est dans la plupart des cas sporadique. Dans 65 à 85% des cas, elle survient de façon sporadique sans antécédent familial notable. Dans environ 20% des cas, elle survient sur un terrain familial sans qu'une mutation puisse être identifiée. Et le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale, ça reste des exceptions, des cas très rares. Alors, au final, la Haute Autorité de Santé a déterminé 3 niveaux de risque. Les sujets à risque très élevé doivent bénéficier de coloscopie de dépistage itérative. Et par sujet à risque très élevé, on entend polypose adénomateuse familiale ou syndrome HNPCC, Lynch. Pour les polyposes adénomateuses, la coloscopie commence dès l'âge de 12 ans, avec un rythme annuel par la suite, jusqu'à ce que la surveillance soit impossible du fait du trop grand nombre de polypes. Pour les syndromes HNPCC, la coloscopie va être une coloscopie avec coloration tous les 2 ans, à partir de l'âge de 25 ans environ. De même, les sujets à risque élevé doivent également bénéficier de coloscopie de dépistage, 5 à 10 ans avant l'âge de survenue du cas index, puis tous les 5 ans en cas d'antécédent familial. En cas de MICI, la surveillance dépend de la topographie de l'atteinte et est déterminée par le gastro-entérologue prenant en charge le patient puisque les formes peuvent être assez variables. Pour les sujets à risque moyen, sans symptômes, qui représentent la majeure partie de la population, il y a un problème qui se pose. C'est que le cancer du côlon, ça représente une maladie fréquente, c'est une maladie grave qui constitue un problème de santé publique. L'histoire naturelle, elle est bien connue, on sait que c'est d'abord des adénomes qui évoluent vers des cancers. Elle est asymptomatique en phase précoce, avec un meilleur pronostic si traité en phase précoce, et ça touche l'ensemble de la population. Du coup, on rentre dans le cadre d'une maladie qui pourrait justifier un dépistage de masse selon les critères de l'OMS. Le problème, c'est que pour faire un dépistage de masse, il faut avoir un test qui soit fiable, qui soit reproductible, qui soit sensible, qui soit spécifique, qui soit acceptable par la population, qui soit peu risqué, et qui ait un coût financier et humain acceptable pour la société. La question d'une stratégie de dépistage de masse se pose dans l'ensemble des pays développés. De très nombreuses stratégies ont été développées, approche endoscopique, tests fécaux, etc. En France, la campagne de dépistage s'adresse aux sujets asymptomatiques à risque moyen. Il s'agit donc de l'ensemble des personnes âgées de 50 à 74 ans qui ne sont pas à risque élevé ou très élevé et qui sont asymptomatiques. Il est fondamental de comprendre que ce dépistage ne s'adresse pas aux individus symptomatiques qui, eux, doivent impérativement bénéficier d'une coloscopie et ne doivent pas réaliser ce test. Le test de dépistage qui est actuellement recommandé en France est le test immunologique qui est mis en place depuis 2015. En pratique, chaque individu de 50 à 74 ans reçoit chez lui une invitation à récupérer chez son médecin traitant pour faire un test immunologique. Le test est réalisé au domicile et envoyé par courrier dans une enveloppe pré-remplie à un laboratoire d'analyse agréé. En cas de positivité du test, le patient doit être orienté vers un gastro-entérologue pour réaliser une colonoscopie. En cas de test négatif, le patient recevra 2 ans plus tard une nouvelle invitation par voie postale, et ce jusqu'à l'âge de 74 ans. En comparaison avec l'ancien test fécal Hémoculte, qui avait été utilisé en France jusqu'en 2015, le nouveau test immunologique est plus performant car plus sensible, plus simple à réaliser, puisqu'il ne se fait que sur un seul prélèvement fécal contre 3 auparavant, et plus facile à lire. On en attend une augmentation du taux d'adénome détecté, et surtout une meilleure acceptabilité avec pour corollaire une augmentation de la participation à la campagne de dépistage. En effet, les résultats d'une campagne de dépistage sont conditionnés au taux de participation de la population à celle-ci. Ainsi, on estime qu'un taux de participation de 10% de patients réduirait la mortalité de 4%, alors qu'un taux hypothétique de 100% la réduirait de 40%. Donc il est fondamental que la participation soit la plus importante possible pour avoir un impact en termes de santé publique. Alors maintenant, on va voir le traitement des polypes et des carcinomes in situ. L'examen clé est la coloscopie totale qui est réalisée habituellement sous anesthésie générale. Elle doit être précédée par un lavage colique complet par 3 à 4 litres de solution hydroélectrolytique comprenant du polyéthylène glycol ou du phosphate de sodium.
Elle explore tout le côlon. Le patient doit être informé par le prescripteur des risques de la coloscopie et de l'anesthésie générale. Outre son rôle diagnostique, la coloscopie elle permet également la résection de la majorité des lésions précancéreuses et de certains carcinomes de petite taille. Pour cela, le gastroentérologue utilise, par le biais d'un canal opérateur, une anse diathermique qui permet la coupe et l'électrocoagulation du polype. En cas de polype sessile, lorsqu'il n'y a pas de pied, une injection préalable de soluté isotonique au travers de la muqueuse permet de la décoller de la sous-muqueuse et de diminuer le risque perforatif potentiel. Cette technique est appelée mucosectomie. Dans ce cas de figure, un polype pédiculé est identifié, une anse est passée en travers du polype, suivie d'une coupe avec électrocoagulation. Outre un risque de perforation de la muqueuse colique sous-jacent, il existe un faible risque hémorragique sur la cicatrice que l'on a refermée à l'aide de la mise en place d'un clip hémostatique. Ici, la technique a été identique, à savoir utilisation d'une anse. Cependant, en raison de l'absence de pied clairement identifiable, le geste a été précédé de l'injection entre la muqueuse et la sous-muqueuse de bleu de méthylène en haut et de sérum physiologique en bas, afin de surélever le polype, de le décoller de la sous-muqueuse, ceci afin de diminuer le risque perforatif et de favoriser la résection. Après résection, le polype est récupéré pour analyse anatomopathologique. Après résection d'un polype, une surveillance est de mise en cas d'adénome ou de cancer selon les modalités suivantes. À 3 ans, si la taille est supérieure à 1 cm ou qu'il y a eu plus de 2 adénomes réséqués, et à 5 ans dans les autres cas. En cas de cancer, une reprise chirurgicale avec curage ganglionnaire peut être évitée si les éléments suivants sont présents, à savoir sous-muqueuse non atteinte, exérèse complète avec une marge supérieure à 1 mm, différenciation bonne ou moyenne en anapathe et absence d'embole lymphatique. Lorsque la lésion est trop volumineuse pour être réséquée de façon endoscopique, une prise en charge chirurgicale est indiquée. Le caractère non métastatique de la lésion va être évalué après réalisation d'un bilan d'extension adapté. Il va comprendre un scanner injecté, thoraco-abdominopelvien. Il n'y a pas besoin de faire d'opacification digestive. Il va comprendre également une coloscopie totale. Si celle-ci n'est pas complète en pré-thérapeutique, il faudra la réaliser dans les 6 mois post-opératoires. Il va également comprendre un dosage de l'ACE qui reste débattu mais qui est en pratique souvent fait. Et par contre, la réalisation d'une scintigraphie osseuse, d'un TEP scan, d'une imagerie cérébrale ne se font pas hors signe d'appel. Outre le bilan d'extension, d'autres éléments sont à prendre en considération, à savoir chez un sujet jeune, un terrain familial avec un terrain familial évocateur, une consultation d'oncogénétique, chez un sujet âgé, à l'inverse, une évaluation oncogériatrique et, dans tous les cas, une évaluation anesthésiologique. Le traitement chirurgical des cancers du côlon non métastasés repose sur l'exérèse de la tumeur primitive avec des marges de côlon sains, minimum 5 cm, associées à l'exérèse des vaisseaux et du mésocôlon contenant les ganglions lymphatiques. Le type de l'intervention, qui peut être réalisée par laparoscopie, dépend du siège tumoral. Hémicolectomie droite ou gauche, avec rétablissement en général immédiat de la continuité. En l'absence de traitement complémentaire après chirurgie complète, 50 à 60% des patients de stade 3 et 60 à 80% des patients de stade 2 sont guéris. En contrepartie, entre 25 et 50% vont présenter une rechute métastatique qui sera d'issue souvent fatale. Il a été montré qu'une chimiothérapie complémentaire d'une durée de 3 à 6 mois diminuait de près de moitié le risque de rechute métastatique. Une chimiothérapie adjuvante à base d'oxaliplatine et de 5-FU est indiquée après une exérèse jugée complète des cancers du côlon au stade 3. Pour les cancers de stade 2, ça sera décidé au cas par cas en fonction de la présence de différents facteurs de mauvais pronostic, tels que la présence d'une faible différenciation, d'un caractère T4, d'un nombre de ganglions analysables insuffisant, de la présence d'un engainement périnerveux ou d'embole vasculaire. En revanche, le caractère MSI est un facteur de bon pronostic dans les stades 2 et incite à ne pas proposer de chimiothérapie complémentaire. Après traitement à visée curative, une surveillance est recommandée. Celle-ci comporte la réalisation d'un examen clinique,
d'une échographie abdominale couplée à une radiographie pulmonaire ou d'un scanner thoraco-abdominopelvien, ainsi que d'un dosage de l'ACE tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans. Une coloscopie doit être réalisée si elle n'a pas été faite de façon complète en préopératoire dans les 6 mois, puis à 2-3 ans, puis s'il n'y a pas de polype, tous les 5 ans. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'on doit faire au stade métastatique. Alors, au stade métastatique, c'est une très vaste question. On va voir juste un aperçu des différentes stratégies qui s'envisagent. En cas de situation métastatique, la survie des patients est souvent limitée. On a montré que la mise en place d'une chimiothérapie palliative permettait une augmentation de la survie des patients, et cette augmentation, elle se majore d'année en année avec l'amélioration des progrès et la découverte de nouvelles molécules actives. La médiane de survie actuelle d'un patient atteint d'un cancer colique métastatique est de l'ordre de 25 à 30 mois contre 4 à 6 mois en l'absence de traitement. Donc, plusieurs générations successives de traitements ont permis d'obtenir ces avancées, qui demeurent modestes, mais qui sont significatives. Ces traitements ils peuvent s'utiliser seuls, comme le 5FU, ou en association, en fonction du profil de tolérance que l'on souhaite obtenir, du degré de réponse que l'on se fixe pour objectif. L'intensité du traitement, elle est modulée par l'état général du patient, les symptômes induits par l'évolution du cancer, et la possibilité d'une résection chirurgicale ultérieure. Par exemple, si on a un patient qui est âgé, fragile, qui a une maladie indolente, on fera une chimiothérapie d'intensité légère pour lesquelles les effets secondaires seront gérables. Et à l'inverse, pour un sujet jeune, symptomatique, douloureux, et pour lequel on espère pouvoir dans un second temps opérer, on ira plus volontiers vers une chimiothérapie qui sera une combinaison un peu plus forte, mais pour lesquelles l'espoir de réponse est plus important. Donc au final, on utilise différentes drogues, le 5FU, qui est la molécule de base, puis l'irinotecan et l'oxaliplatine qui peuvent s'utiliser en association. Et puis après, on utilise aussi des thérapies ciblées. Il y a les anticorps anti-VEGF qui sont plusieurs, et les anticorps anti-EGFR qui sont également plusieurs, mais qui ne doivent s'utiliser que chez les patients qui présentent une absence de mutation du gène RAS sur une analyse de biologie moléculaire effectuée sur la tumeur. Les principes de la prise en charge, au final, c'est ceci. L'exérèse chirurgicale de métastase hépatique, elle peut se faire si elle permet d'obtenir une rémission complète, c'est-à-dire si elle permet de tout enlever. Si l'on fait ça, si on peut opérer les patients des métastases hépatiques, la survie médiane, elle va beaucoup augmenter, elle passe aux alentours de 60 mois. Donc c'est toujours intéressant, si l'on peut augmenter la survie des gens, on peut en guérir certains, de faire la chirurgie. Maintenant, dans 80% des cas, malheureusement, les patients ne sont pas opérables, et donc on commence par une chimiothérapie palliative, mais grâce au progrès de la chimiothérapie, on arrive maintenant à rendre des patients qui étaient initialement non résécables, à les réorienter vers une stratégie où la chirurgie est possible. Donc voilà, ça c'est toute la problématique, c'est de sélectionner les patients qui vont bénéficier d'une chirurgie, qui vont supporter les effets secondaires des traitements et, in fine, avoir un pronostic qui sera amélioré. Lorsque l'on projette une intervention chirurgicale, la réalisation d'une IRM, d'une IRM hépatique, à la recherche d'autres métastases hépatiques, et d'un TEP scan à la recherche d'autres métastases à distance est indiquée afin de pouvoir réaliser un bilan le plus précis possible. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Je vous remercie.